Puis-je vous demander de quel point précis vous arrivez? D'Alger? Oui. Est-ce que vous avez eu des difficultés à prendre l'appareil? Oh, plutôt, oui. Est-ce que vous pensez rester définitivement en France? C'est impossible de retourner. C'est ça. C'est impossible. C'est pourquoi les femmes et les enfants viennent. Et comment était la situation au moment de votre départ? Affreuse, monsieur. On ne peut pas dire autre chose. C'est terrible. Vous avez des parents en France? J'ai toute ma famille. Par conséquent, vous allez décider maintenant. Non, en Algérie. Elle est restée là-bas. Est-ce que vous pensez qu'elle viendra vous rejoindre? 1962. Au bout de 7 ans de guerre, l'Algérie accède à l'indépendance. En quelques mois, craignant pour leur vie ou pour leurs biens, près d'1 million de Français quittent le pays qui les a vus naître. Ils se replient dans leur patrie, la France, où la plupart ne sont jamais allés. On leur attribue le nom jusqu'alors peu usité de « pieds noirs », comme s'ils n'étaient pas des Français tout à fait comme les autres. Rapatrier, ça veut dire des gens qui n'étaient pas dans la patrie et qu'on ramène dans une patrie qui est la nôtre, qui est la leur. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait dire ce sont les pieds noirs, comme on dit, ce sont les ch'timis, vous voyez. Moi, je préfère qu'on nous appelle des rapatriés. Ça veut dire que nous sommes des Français qui sommes rentrés chez nous, notre patrie, la France. Pieds noirs avec honneur et gloire. On veut s'en glorifier, mais c'est un terme péjoratif qui dit voilà, nous sommes des Français entièrement à part. Je suis pied noir. Oui. Mais attention, je ne suis pas que pied noir. Je suis aussi français. Les pieds noirs formaient une mosaïque humaine aux origines géographiques et sociales très diverses. Mais tous ont vécu le même arrachement. Ils vont nous raconter les conditions douloureuses dans lesquelles ils ont fui leur Algérie natale. Comment s'est passé leur accueil en France, leur intégration, ce qu'ils sont devenus. Ces drames terribles. Pendant plus de 50 ans, les rapatriés d'Algérie n'ont pas été beaucoup écoutés, ni beaucoup questionnés. Ils incarnaient un passé colonial que les Français voulaient oublier. Leur nombre se réduisant de jour en jour, ils éprouvent, aujourd'hui plus que jamais, le besoin de transmettre leur mémoire blessée, de l'incorporer dans l'histoire de la nation. La transmission va cesser avec la disparition des derniers survivants. Tant qu'il y aura encore des acteurs, l'histoire ne pourra pas être écrite de façon objective. L'écriture doit être faite par des gens à tête reposée. Or, je crois que la page est tournée, mais le livre n'est pas fermé. Les pieds noirs avaient pour patrie la France et pour pays l'Algérie. Cette terre, cette côte et ces villes que la plupart auraient voulu à tout jamais françaises. Et ils avaient toutes les raisons de le croire, puisque l'Algérie, conquise comme une colonie par l'armée française au milieu du XIXe siècle, avait fini par être intégrée au territoire national. Cette extension outre-méditerranéenne de la métropole était même divisée en départements. Le 91 pour la région d'Alger, le 92 pour l'Oranais et le 93 pour le Constantinois. Nés en Algérie française de parents français, eux-mêmes souvent installés sur cette terre depuis plusieurs générations, les pieds noirs étaient donc tout aussi français que les Français de la métropole. Ils partageaient le même style de vie, les mêmes goûts, les mêmes modes. Le soleil en plus. La grande différence avec les métropolitains est qu'ils vivaient au milieu d'une population locale près de 10 fois plus nombreuse, dont ils n'étaient pas fait grand cas, les Algériens. Ces derniers n'avaient droit qu'à une citoyenneté de seconde zone. Socialement, économiquement, ils étaient à l'écart. Les pieds noirs les désignaient en disant indifféremment les indigènes, les musulmans ou les arabes, jamais les Algériens. Sur le plan juridique, le mot algérien n'existait d'ailleurs pas.
Quant à la civilisation arabo-musulmane, elle était ignorée, au mieux dédaignée. Ces pieds noirs ne seront pas bien accueillis par leurs compatriotes français lors de leur exil. Les métropolitains les rendront responsables d'une guerre qui leur a enlevé leur fils. Ils les prendront pour des colons qui se sont enrichis sur le dos des musulmans, dans des exploitations agricoles. Ce regard sur eux va consterner les pieds noirs, car en fait, 4 pieds noirs sur 5 vivaient en ville. Et la plupart étaient de conditions modestes, avec des revenus bien inférieurs à ceux des métropolitains. Mon père était plombier. Les ancêtres, ils sont partis d'Espagne, ils sont venus peupler l'Algérie. Ils ont travaillé, ils ne sont pas venus pour s'enrichir. Mon père était au chemin de fer. Ma mère était obligée de faire des ménages. Des flocons d'avoine, je ne vous explique pas comment... vous savez, le soir, les flocons d'avoine, à un moment donné, on en avait ras-le-bol de bouffer des flocons d'avoine, quoi. Parce que nous n'avions pas du tout les moyens de s'acheter de la viande, de s'acheter du poisson. Mon grand-père maternel cassait des cailloux. Si on ne travaillait pas, on ne mangeait pas. Voilà, c'est tout. Et on avait la chance d'avoir un oncle qui était pêcheur. Et de temps en temps, quand il n'y en avait pas beaucoup à manger, on allait chercher une assiette de poisson à la maison, chez mon oncle. Moi, mon père ne savait ni lire ni écrire. C'était un ouvrier. Donc, vous savez, il a été lui aussi des fois exploité par des grands patrons, comme ici en France. La plupart de ces citadins ne connaissaient pas la campagne, le bled où vivait l'immense majorité des Algériens. Mais, de ci, de là, ont quand même poussé de petits villages bien français. C'est un village français, tout à fait français. Comme sorti entier d'un coin de province et transporté d'un seul coup sur ce coin de terre. C'est un village qu'ont fait en 100 ans des Français qui recréaient ailleurs le pays qu'ils aimaient. Et parce qu'ils l'aimaient bien et fort, ils l'ont fait tout pareil, tout simple, tout bête, charmant, parfait. Afin d'encourager la colonisation, la propagande d'État présentait l'Algérie comme un pays de cocagne, identique à la France, sans même aucun indigène en vue, comme on désignait alors la population locale. Ni même, apparemment, sans terre appartenant à des indigènes. C'est que, après la conquête de l'Algérie commencée en 1830, d'immenses espaces, il est vrai peu peuplés, avaient été attribués à des colons par l'armée. Puis l'administration de la République en a distribué à des masses de démunis attirés par un nouvel Eldorado. Pour des personnes qui sont arrivées souvent pauvres, s'installer en Algérie, l'armée avait confisqué les terres et donc avait fait fuir les occupants de ces terres-là. Et donc quand un Espagnol, un Italien, un Alsacien, un Maltais arrive et qu'on lui dit écoutez, là vous avez un petit bout de terre, vous voulez l'acheter ou vous avez une concession, il regarde à droite à gauche, il n'y a personne. Donc il dit oui, je veux bien, donc ça devient la sienne, d'autant plus qu'il la cultive. Les grands-parents de Pierre Baron ont cru en la colonie miracle. En 1895, ils ont quitté la misère de leur Cantal natal pour l'Algérie, où ils ont été dirigés vers les hauts plateaux. On leur a dit, maintenant, voilà une terre, voilà des semences, allez-y. Et ensuite, il fallait qu'ils remboursent. Malheureusement, la récolte est très faible dans ces régions, et des fois rien, parce que beaucoup de grêle, beaucoup d'orages, les sauterelles, etc. C'est une région qui est très dure, et ils n'arrivaient plus à rembourser leurs dettes. Voilà ce que ma grand-mère écrivait en 1900 à sa sœur Anne. Tous les malheurs nous poursuivent. Cette année, nous avions une magnifique récolte. La grêle nous a tout enlevé. Presque tous les colons ont eu leur récolte grêlée. Nous n'avons plus de crédit. Les terres ne nous appartiennent plus. Mais nous logeons toujours la maison. Je ne sais pas si on nous la laissera. En 10 ans, on leur a repris tout ce qu'ils avaient. Ils ont mal vécu, ils n'avaient plus rien. Ma grand-mère a dû faire des ménages chez
les gendarmes, chez des gens qui étaient fonctionnaires là-bas pour pouvoir s'en sortir. Ça a été une période très dure pour elle. Je dois vous dire qu'elle est morte à 36 ans, 5 enfants. Je crois qu'il y a eu 25% de colons qui n'ont pas survécu là-bas. On leur a donné des marais en Algérie. Mes arrière-grands-parents, ils sont morts du paludisme en assainissant des marais. C'était pas de la terre, c'était des marais. Mon père était charretier et après il a loué une exploitation agricole à un arabe. Je lui ai donné un coup de main et j'ai labouré avec les chevaux, avec 2 chevaux devant une charrue à un soc. Au bout de 4-5 ans, on s'est un peu remplumé, comme on va dire, un peu enrichi. Mon père a acheté un trisoc où il fallait 4 chevaux. Et parallèlement, il y avait une famille de colons qui était à côté des terres de mon père et qui, eux, venaient travailler leurs terres avec des Caterpillar des 6 et des 14-28 disques. Ce que moi je faisais en un mois, eux le faisaient en une journée. Mon grand-père, il avait 5000 hectares. Ce fait-là même, qui avait pour l'essentiel des terres collectives, sans cadastre et sans acte de propriété, a permis évidemment tout ce système-là de confiscation de terres et de création de grosses propriétés. La mécanisation est devenue un exemple en Algérie par rapport à ce qui s'était fait en France. Mon grand-père avait plusieurs centaines d'ouvriers de Fedlah qui vivaient, je revois des images de Khaïma, c'était des tentes, faites souvent en poil de chameau, qui s'éparpillaient autour de la ferme. Les ouvriers se contentaient de ce qu'on leur donnait, payaient modestement. C'était comme ça. Personne ne se posait la question. Personne ne se posait la question pourquoi c'était comme ça. Voilà. Et c'est ça qui est... Il y avait toujours, même chez les conditions modestes des pieds noirs, qui étaient beaucoup plus proches, eux, des Algériens, que les conditions bourgeoises et colons. Au sommet du Gros Colonna, la famille Borjou. Elle possédait une banque et l'exploitation agricole la plus emblématique d'Algérie. C'était des grands bourgeois suisses, ils ont moins travaillé que ceux qui arrivaient de Malte avec rien du tout dans les poches, ou de Malte, des Baléares, d'Espagne et tout. Il faut pas quand même faire la différence aussi. Ils sont arrivés avec les mâles, les domestiques, et madame avait besoin de soleil en 1872, je sais pas combien. Donc ce n'est pas ce que j'associe aux pieds noirs. J'ai vécu la vie de petite fille très privilégiée d'être parmi les nantis. Et j'étais parmi ceux qui faisaient suer le burnous, il faut bien dire cette expression qui est très laide mais qui existait. Ce que j'ai vu de l'Algérie, pas grand-chose. Nous n'avions aucune relation avec des indigènes, sauf les domestiques qui travaillaient chez nous. Les endroits où nous avions des maisons de week-end, au bord de mer. Et on allait faire du ski l'hiver, et quand on allait faire du ski, il n'y avait pas d'indigènes qui faisaient du ski, sauf peut-être pour tenir le remont-de-pente. On vivait un peu comme on aurait vécu en métropole. Je vivais dans un cocon, une bulle de France. Mais sinon, je ne me suis jamais promenée dans Alger. Je n'avais aucune raison d'être seule dans la rue. Les femmes n'avaient jamais mis les pieds dans la Casbah, qui, je veux dire, c'était des endroits où on n'allait pas et où on ne pouvait pas aller. Sur 1 200 000 pieds noirs, 2 tiers ne sont pas des Français d'origine, mais des descendants de migrants venus d'Espagne, d'Italie ou de Malte. La Troisième République les a francisés et elle leur a accordé la citoyenneté française, de même qu'elle l'avait fait pour les Juifs présents dans le Maghreb depuis 2 millénaires. Tout le monde s'entendait très bien et on se respectait surtout. Toutes les ethnies se respectaient. Il n'y avait jamais d'accroc. C'était rare quand on avait des problèmes. Tant que j'étais à l'école primaire,
Je ne savais pas ce que c'était que le mot raciste. On était tous français. Il n'y avait pas de macaroni d'Espagnol. On était tous français d'Algérie, on était fiers. Dès que je suis allé au lycée Bugeaud, et que là, dans les classes, il y a eu des enfants de capitaines, de machins, des petits métropolitains, on les reconnaissait. Ils ont commencé à me dire, mais toi, tu as un nom espagnol, toi, tu es espagnolette. Vous voyez? À l'autre, il dit, ah, mais toi, tu es un Corse. Le racisme, moi, il me semble, hein, j'ai connu le racisme à travers les métropolitains. C'est-à-dire, quand je les ai connus en Algérie, ils étaient racistes envers nous. Ils nous détestaient, ils étaient supérieurs à nous, supérieurs aux Arabes et aux Pieds Noirs. Non, les rapports n'étaient pas si riches que ça, en ce sens qu'il y avait plusieurs ethnies. Hein. Il y avait donc les Français contre les Espagnols contre les Italiens contre les Maltais, mais tous ensemble contre les Arabes. Sans distinction d'origine, de race, de langue et de religion, des droits attachés à la qualité de citoyens français. Tous les pieds noirs, nous avons été élevés avec les Arabes. On était tous du pays. Tous mes copains de jeunesse, ce sont des Arabes. Nous avons été copains, nous étions frères. Nos premiers amours, moi, mon premier amour que j'ai eu, c'est une Arabe. Elle était belle. J'ai connu le mot raciste lorsque je suis arrivée en France. Là-bas, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Le racisme, pour moi, ça n'existait pas. Je ne savais pas ce que c'était. On se côtoyait, on vivait ensemble, on mangeait ensemble. Lorsque j'ai fait ma communion, j'avais des Arabes et des Juifs avec moi à table. On s'entraidait. Moi, combien de voyages j'ai fait avec ma voiture pour aider des musulmans à se marier, à des enterrements et d'ici et de là. Ils venaient me demander la voiture, j'allais les aider, il n'y avait pas aucun problème. Et on allait manger les uns chez les autres. Quand ils faisaient des repas et qu'ils nous invitaient, on avait de la glace, on avait du vin rosé à table. Quand j'entends certains pieds noirs dire « mais on vivait bien tous ensemble », mais j'ai beau leur dire « mais attendez, regardez dans mon village, on ne se fréquentait pas ». Et je pense que ce qui était valable dans mon village, c'était valable sur tout le pays d'Algérie. Mais si quand même, j'ai dit « peux-tu me dire à quel moment toi tu as invité des Algériens chez toi et quand des Algériens t'ont invité chez toi? Est-ce que les gens se sont mariés entre Français? Le peu qu'on a connu, moi j'ai connu un militaire qui a épousé une Algérienne, mais ça a été un drame des deux côtés, des deux côtés. En Algérie, on est frères. On va au foot ensemble, on va dans le café ensemble, on fait les pires bêtises ensemble, etc. Mais on est d'accord, on est frères, mais on ne sera pas beaux-frères. C'est-à-dire que je ne te donnerai pas ma sœur. Et ça vaut pour un David, comme pour un Guillaume, ou comme pour un Rachid. C'est pareil. C'est pas une question de racisme, c'est une question de religion. Il y a d'un côté l'islam, et puis il y a d'un autre côté une religion judéo-chrétienne. Ces deux religions, De Gaulle l'a dit, ne sont pas compatibles. C'est incompatible. On ne mélange pas l'huile et le vinaigre. Ça se mélange jamais. Dans le cadre colonial, les mariages mixtes étaient presque inconcevables. Pas tant en raison des différences religieuses musulmans-chrétiennes, mais c'est le machisme de deux populations. Car en Algérie, nous n'avions pas affaire à des Français de l'Hexagone. Plus de la moitié des Français d'Algérie étaient des Maltais, des Siciliens ou des Andalous, c'est-à-dire des types qui portaient en bandoulière leur machisme. Et dont la valeur essentiel, comme chez nous, c'était l'honneur. Et le contenu de cet honneur, c'est quoi? C'est la vertu sexuelle de la mère, de l'épouse et de la sœur. De ce côté-là, nous étions alignés sur les mêmes valeurs patriarcales. Dans certaines villes, il y avait tout de même, il faut l'avouer, même si vous n'êtes pas d'accord, mais il y avait une certaine forme de racisme à l'égard des musulmans. Il y a des personnes qui étaient respectueuses et puis d'autres les appelaient, comme on sait bien, les bougnoules, les bicots, les troncs de figuier, les je ne sais quoi. Je ne vivais qu'à la ville, je ne voyais pas d'Arabes. À Oran, on ne voyait pas d'Algériens, d'Indigènes, d'Arabes, comme on les appelait les Arabes ou les Indigènes indifféremment. Pas les Algériens. On n'utilisait pas le terme. Mais je ne les connaissais pas.
On ne parlait pas du tout arabe. Hein. Mais en même temps, ce n'était pas l'apartheid. Il y avait une sorte comme ça d'entente tacite, mais en même temps que ne souhaitaient pas les Algériens. Ils ne souhaitaient pas la proximité. Il y avait toujours, de la part des Français, une espèce de supériorité, on ne peut pas le nier. Donc il y avait une sorte d'extinction de tout ce qui pouvait être la culture algérienne, qui a évidemment contribué pour beaucoup à la révolte. Il est impossible, sous le lobby des Français d'Algérie, de réformer l'Algérie, de donner une égalité juridique, politique, civique aux Algériens. Le nombre grandissant des Algériens, 9 millions contre 1 million de Français, avait toujours inquiété les Pieds-Noirs. Cela les avait dressés contre l'idée d'une citoyenneté partagée. Il y a un refus systématique. Donc, tous les personnels politiques, mais aussi les électeurs, font front pour que l'Algérie française ne soit pas un département avec une égalité républicaine. Les lois de la citoyenneté nées de la Révolution française auraient dû faire de nous des Français d'emblée. Mais les mœurs et les mentalités ont empêché que les lois soient appliquées. Et la France, en Algérie, a péché par une seule chose, c'est de ne pas avoir appliqué ses propres principes. On était des sujets et non pas des citoyens. Les Algériens n'étaient pas, dans leur carte d'identité, nationalité française. C'était nationalité français, musulman. Bravo la laïcité. Pourquoi ça? Pour dire ceux-là, ils sont à part. On les appelait les musulmans en fait, mais moi très tôt, je me suis demandé pourquoi on les appelait comme ça et pas algériens, puisqu'ils étaient habitants du pays. Ce qui était assez choquant, parce qu'on ne désigne pas quelqu'un par sa religion. Aujourd'hui, vous les entendez tous dire « c'était nos frères, c'était nos amis ». C'était des relations de dépendance, il n'y avait pas d'égalité entre le pied-noir moyen et l'Algérien. Dans la rue, pas question de se bagarrer avec un pied-noir. Ou d'avoir des mots. La police vient, qu'est-ce qui se passe? Bon, on prend l'Algérien, l'autre... chez toi. Beaucoup vous disent « Ah, mais je n'avais que des copains arabes. On allait au café ensemble, on allait au stade, à la piscine. Mais ils n'allaient pas dans le même bureau de vote. » Ils considéraient que le fait qu'ils étaient gentils avec les Algériens, cette gentillesse devait suppléer à l'inégalité juridique et que l'Algérien ne devait pas se plaindre parce qu'il ne le brutalisait pas. Pourquoi il rouspète? Ça veut dire qu'il considérait, c'est comme s'il considérait cette inégalité juridique comme allant de soi. Et que l'insurrection de l'Algérien contre cette inégalité juridique était quelque chose d'extravagant, mu par un fanatisme aveugle et injustifié. C'est cet aveuglement de bonne foi qui est peut-être l'élément humainement le plus tragique. La guerre commence en 1954, avec l'insurrection algérienne. Un front de libération, le FLN, invite tous les nationalistes algériens à se regrouper sous son seul drapeau afin d'abolir la colonisation française. En 1956, le chef du gouvernement socialiste, Guy Mollet, ne croit pas que la France puisse garder l'Algérie. Mais à Alger, une foule démontée lui dicte sa conduite. Dès lors, lui et son ministre François Mitterrand jureront que l'Algérie restera française. Le contingent y est envoyé et pendant 6 ans, 1,5 million d'appelés débarquent en Algérie pour faire la guerre aux Félagas, ainsi qu'étaient désignés les maquisards algériens. Quand je suis arrivé en Algérie, il ne m'a pas fallu 8 jours pour comprendre que l'Algérie, c'était pas la France. Il n'y avait qu'à regarder la culture et le mode de vie, et on avait tout compris.
On était contraint et forcé de faire une guerre dont on savait que de toute façon elle allait s'arrêter et que chaque fois qu'un des nôtres tombait, c'était pour rien. On en perdait 10 par jour pour rien. Pour les Pieds Noirs, la guerre au FLN ne suffit pas. Ils veulent davantage. Un pouvoir politique sûr, résolu à ne pas les lâcher, à ne pas brader l'Algérie, comme on disait alors. En mai 58, avec l'armée, ils imposent le rappel au pouvoir du général de Gaulle. De Gaulle les laisse croire, lui aussi, que l'Algérie restera française. L'Indochine a été perdue. Après arrive 56, les indépendances du Maroc et Tunisie. Mais on leur dit, mais non, mais vous, c'est pas pareil. Maroc et Tunisie, ce sont des protectorats. Mais vous êtes des Français et vous êtes sur un territoire français avec des départements français. Donc vous avez la loi et la constitution française pour vous. Donc il est certain que vous ne pourrez pas partir. Voilà ce qu'on leur tient comme discours. Je vous ai compris. La France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. L'appel à De Gaulle s'est fait dans une vague de fraternisation entre Français et Algériens. La déferlante a fait croire un moment, même chez les sceptiques, en la possibilité d'une Algérie française égalitaire. Peut-être que, sur le coup, De Gaulle y a cru lui-même. Quelques jours plus tard, en tout cas, à Mostaganem, il prononce les mots tant attendus par les Pieds Noirs. Vive l'Algérie française! C'est ce qu'ils voulaient entendre, mais ça les a confortés dans le fait qu'ils allaient rester français, que l'Algérie allait rester française. Moi, j'ai acheté mon appartement le lendemain, c'est tout vous dire. Avec ma femme, on s'est dit, ça y est, on reste, on est heureux, c'est fini. On était dans une grande naïveté en même temps, parce qu'on a cru à ce moment-là que la fraternisation pouvait être possible. Et je me souviens de ce forum avec des dizaines de milliers de personnes qui étaient remplis d'Algériens, des hommes qui étaient descendus des Édouards en Burnous, qui étaient là, il y avait des bergers, il y avait des paysans. Je vous en parle, j'ai la chair de poule. Les Algériens des campagnes n'ont pas déboulé dans les centres-villes d'eux-mêmes. Cette flambée de fraternité a été largement organisée par l'armée. Un camion, un GMC militaire s'arrête devant nous. Il y avait sur la plateforme des Algériens avec des petits drapeaux français. Ils n'avaient pas le sourire aux lèvres. Les soldats français descendent du camion, prennent notre cuisinier algérien et le fourrent d'autorité sur la plateforme du GMC. Là, on a touché du doigt la manipulation. On amenait de force des gens pour manifester au forum. À partir de ce moment-là, je n'ai plus cru, et j'ai cru, disons, de moins en moins, à la possibilité d'une Algérie française. Par contre, je me suis mis à croire de plus en plus à la possibilité d'une Algérie algérienne dans laquelle on pourrait vivre en toute fraternité. Dès l'année suivante, De Gaulle ouvre la voie à l'indépendance de l'Algérie. Alors, les Algériens diront ce qu'ils veulent être, cela ne leur sera pas dicté. Les Pieds Noirs crient à la trahison, s'insurgent dans les rues, dressent des barricades. C'est la trahison de Gaulle, mais il avait qu'à nous dire tout de suite qu'il ne pouvait pas garder l'Algérie française. Ça aurait été honnête. Après, nous, Pieds Noirs, mes parents auraient pris la responsabilité. Ils restaient ou ils ne restaient pas. Mais là, non, on y a cru. On y a cru, tout le monde y a cru. De Gaulle est davantage applaudi par les Algériens que par ses généraux. Ces mêmes généraux tentent un putsch qui rate en quelques jours. C'est à partir de cet échec que se dresse l'organisation armée secrète. Ceux de l'OAS, c'est tous ceux qui ont fait revenir De Gaulle. C'est leur mécontentement que De Gaulle nous ait trompés qu'on a monté ce réseau, l'OAS. C'est avant tout des soldats factieux, français, de la belle armée française. Ah, sans armée, il n'y aurait jamais eu, en tout cas, une OAS aussi puissante. C'est à partir du putsch que l'OAS s'est constituée de manière puissante, avec tous les lieutenants déserteurs, leur savoir-faire en matière de tuer, leur armement.
L'OAS n'était pas une association de résistants ou de patriotes, c'était des terroristes qui voulaient renverser la République. Mais aussi des pieds noirs pur sucre, pur et dur. Je suis un ultra. Je suis un ultra, ça veut dire que je veux vivre ici, dans mon pays français en Algérie, que je m'appelle moi Mohamed, que je m'appelle Jacob, que je m'appelle André, que je m'appelle n'importe comment. L'OAS naît du mariage du désespoir et de la haine. Le désespoir de voir la France abandonner ou perdre l'Algérie, la haine du général de Gaulle et surtout du FLN, qui est en passe de gagner politiquement la partie. Les ultras poussent dans la rue une jeunesse désespérée. Les heurts avec les forces de l'ordre sont quasiment quotidiens. Fréquentent aussi les ratonnades contre des Algériens. L'OAS signe des centaines d'assassinats, des milliers de plastiquages, dont certains jusqu'en métropole. Un ancien membre de l'OAS, qui a payé son activisme par de la prison avant de bénéficier de l'amnistie, nous révèle ce qu'il a commis. On brûlait par exemple des voitures déjà de gaullistes, on avait 15-16 ans. Et j'ai été recruté en février 1961 dans un commando Action. J'avais 11,43, ça a été ma première arme. Et je faisais ce que l'on m'ordonnait. S'il fallait flinguer un juge parce qu'il avait jugé des gens, ben, je faisais mon boulot. Donc effectivement, on a exécuté. Le terme tuer, c'est pas, on pourrait dire de l'assassinat, c'est pas de l'assassinat. On exécutait des opposants. Des opposants politiques. Politiques, si des vous libéraux. voulez. Si vous voulez. Remettons-nous dans le contexte. Nous sommes en guerre. Donc il y a deux fractions ennemies. L'OAS a demandé à tous ceux qui en général étaient instituteurs dans des écoles devant des petits Algériens de cesser les cours. Nous sommes restés à l'école. Donc à partir de là, l'OAS nous a menacés de mort. Et à 8 km de chez nous, un collègue pied noir a été assassiné dans sa classe, devant ses élèves, par l'OAS. Mon père, français, a été assassiné par l'OAS au nom de l'Algérie française, ce que je ne comprends toujours pas aujourd'hui. Le 15 mars 1962, un commando surarmé de l'OAS, associant des civils et des militaires, sont entrés dans les locaux des centres socio-éducatifs, ont fait l'appel d'un certain nombre de noms, les ont alignés contre un mur et les ont abattus, à la fois au fusil mitrailleur en leur tirant dans les jambes, comme les SS allemands le faisaient à l'égard des résistants français, et par des tirs d'armes automatiques tirés par des pieds noirs. On n'a eu que des monstruosités, mais aucune rationalité dans tout ça. L'OAS a assassiné une quinzaine de femmes de ménage arabes à Alger et à Oran, 18 au revolver ou au poignard. Il y a eu en proportion de la population totale algérienne, en proportion, un pourcentage de pieds noirs équivalent à celui des Algériens qui ont été tués par l'OAS. Ils ont tué tous ceux qui pouvaient représenter une espérance pour l'Algérie de demain. Qui ne voulait pas rester en Algérie, les pieds noirs? Qui n'était pas de cœur OAS en Algérie? Oui, c'est pas tout à fait mon point de vue. La population, globalement, elle était pour l'OAS, lorsqu'elle tapait dans des casseroles. Après, pour les actions, il y en avait très peu. Pour preuve en est, c'est que au niveau des membres actifs de l'OAS, on les compte par quelques centaines, alors que nous étions 1 million de Français d'Algérie. Tous les jours, il y avait des attentats par le FLN. On avait peur de se faire enlever, on avait peur de se faire massacrer. Lorsqu'on rentrait dans un bus, dans un tramway, on regardait sous les sièges pour voir s'il n'y avait pas une bombe. Donc il y avait ce climat, j'allais dire, quelque part de peur et de terreur. Et ça, on l'a supporté, en fait, je dis bien on, nous, Français d'Algérie, pendant quand même plus de 7 ans. Alors quand l'OAS est né, j'allais dire que l'OAS a rendu coup pour coup. Qu'est-ce qui serait advenu de nous s'ils ne nous avaient pas un petit peu protégés? On a été sauvés, bien souvent par l'OAS.
Quand ils savaient qu'il y avait un massacre qui allait se passer, ils étaient présents. La masse la plus dure et la plus activiste était constituée bien souvent dans des quartiers populaires. Quand on ne peut pas avoir un avenir, les gens deviennent extrémistes. Les quartiers populaires à Alger votaient très souvent socialistes ou communistes. Et il est évident que ce sont ceux qui ont été les plus acharnés par la suite. À partir du virage de De Gaulle en faveur des Algériens, les classes populaires pieds noirs basculent à droite et à l'extrême droite. Bab el-Oued, le quartier des prolétaires européens d'Alger, devient une ville insurgée et assiégée. Ce cessez-le-feu, Bab el-Oued ne veut pas l'entendre. Dès le 19 mars 1962 à midi, l'armée française, qui, quelque temps avant, pourchassait le FLN, a fait un virage à 180 degrés et a dit maintenant on va s'occuper de l'OS et des résistants pour l'Algérie française. Depuis des mois, on est dans le bled à lutter justement pour protéger la population. Et puis un jour, on a appris qu'on était transféré à Oran. Parce que Oran était à feu et à sang, nous a-t-on dit, du fait de l'OS. Nous sommes cantonnés dans un vieux fort. Et un soir, vers 17-18 heures, nous avons pris des grenades à fusil tirées d'un toit voisin. Et on a eu 8 gars au tapis. L'ennemi, c'est ceux qui nous ont tiré dessus. Et ceux qui nous ont tiré dessus, c'est l'Européen. Quelques jours plus tard, il y a une manifestation de plusieurs centaines de civils européens. Et ça hurle, Algérie française et tout le reste. Et nous, on est placés en ligne, là. Et l'atmosphère est plutôt tendue. Et puis, à un moment, le capitaine, il reçoit l'ordre. S'il ne se disperse pas, vous tirez. Vous auriez tiré? Oui. Ah oui, à coup sûr. Si ces gens-là étaient venus vers nous, avec des gourdins, de ce que vous voulez, incontestablement, si on avait reçu l'ordre d'ouvrir le feu, on aurait ouvert le feu. Le 26 mars 62, le quartier populaire pieds noirs de Bab el-Oued est bouclé par l'armée. L'OAS lance un appel à manifester. La manifestation est interdite. Comme d'habitude, les Algérois passent outre. C'est leur cas. Elles sont 4 sœurs. Les 3 plus âgées vont à la manif. La protestation au cœur. Quand on arrivait sur les barrages, s'ils étaient légèrement fermés, ils nous disaient « Allez, poussez un peu et on vous laisse passer ». Donc, il y avait aucun danger. Et je regardais le cordon de militaire. Et puis, à un moment donné, j'ai vu que sa main a armé. Et puis, d'un seul coup, j'ai vu des flamèches sortir de l'arme. Donc nous nous sommes à ce moment-là éparpillés, on s'est mis à courir dans tous les sens. J'ai vu ma sœur Renée qui courait devant moi, je l'ai appelée, elle m'a tendu la main vers moi et on s'est jetés toutes les deux sur le trottoir. J'ai vu qu'ils étaient en train de balayer les gens qui étaient couchés et à ce moment-là j'ai reçu ma première balle puisque j'en ai reçu 3 en tout. Ça a tiré pendant un moment, ça s'est calmé, et ça a repris. Et moi, c'est à ce moment-là que j'ai été blessée. Mais quand j'ai commencé à perdre mon sang, je me suis mis à ramper et un monsieur à côté de moi, il m'a dit « Ne bougez pas ». J'ai dit « Oui, mais je suis blessée ». Alors il m'a dit « Non, mais ne bougez pas, ils vont vous achever ». C'est à ce moment-là que je me suis retournée, que je me suis mis sur le dos. J'ai dit « Je n'ai pas 20 ans, je vais mourir ». J'ai levé la tête et j'ai vu qu'il ne faisait plus rien. Et je lui ai dit à ma sœur, ça y est, c'est fini. Elle ne répondait pas. J'ai dit, si tu es blessée, je vais t'aider. Elle ne me répondait toujours pas. Alors je l'ai attrapée sous les aisselles. Je l'ai tirée vers moi. La tête est tombée. Et ma sœur avait les yeux noisettes. Et à ce jour-là, ils étaient bleus. Il y avait le bleu du ciel qui se reflétait dans ses yeux. 48 morts, bilan officiel. Des dizaines de blessés graves. L'armée française qui tire sur des Français et massacre des Français.
c'est comme un début de guerre civile. Accidentel ou prémédité? Il fallait que ça arrive pour nous faire comprendre que nous n'étions plus désirés en Algérie, qu'il fallait vraiment soit qu'on plie bagage, soit qu'on rentre, qu'on se taise, qu'on ne croit plus en l'Algérie française, que c'était vraiment fini, qu'il ne fallait pas compter sur l'armée pour nous défendre. Et je crois vraiment que c'était le message qu'on a voulu nous envoyer. Moi, je sais que j'avais dit à mon père, mais on part pas, papa. On est chez nous ici, hein. Et il m'a dit cette phrase, ma fille, quand on tire sur nos femmes et nos enfants, alors nous les hommes, on baisse les bras. Il m'a dit on va partir. Comment pensez-vous que le fossé puisse être comblé entre vous, musulmans, et les Français d'Algérie? Le seul moyen qu'ils prennent leurs valises. Quand on est rentré un soir, on a trouvé sous la feuille, une feuille sous la porte du magasin, la valise au cercueil avec un cercueil dessiné. Mon père a été plus ou moins menacé par des gestes d'égorgement ou des trucs comme ça quand il marchait dans la rue. J'attendais un bus, à l'arrêt du bus, il est arrivé, il était complet, on n'arrivait pas à monter. Bon, tant pis, je me suis dit, je le laisse passer, je prendrai le suivant. Et ça faisait quoi, 10 secondes qu'il était parti, le bus a explosé. Il y avait un vieux félagra de la LN, très méchant, très agressif, et que deux petits jeunes. Il m'a demandé les papiers, il les a lus à l'envers. Et il m'a dit, toi tu es de l'OS, on va te faire ta fête. Et ils me sont tous tombés dessus, ils m'ont fait tomber du scooter. Je me suis sauvé, je ne sais pas comment. Je suis arrivé en sang chez moi. Mon père m'a dit, bon c'est fini, on arrête. On est parti le 9 août. On allait dans un bistrot et il y a un recruteur de l'OS qui est passé parmi les jeunes pour simplement trouver des candidats pour aller dans un maquis. J'ai eu le réflexe d'en parler à mon père le soir et le lendemain matin, il m'a mis dans un car pour partir en France. Les Français d'Algérie sont pris entre deux feux, l'OAS et le FLN. Aux violences commises par le Front de Libération Nationale depuis 7 ans, succède depuis 1 an celle des jusqu'au-boutistes de l'Algérie française. À l'approche de l'indépendance de l'Algérie, la pression des Algériens sur les pieds noirs est grandissante, et si menaçante que bien des Algériens viennent eux-mêmes mettre en garde leurs voisins français. Pas mal de Français d'Algérie ont été sauvés grâce aux Arabes. Des amis algériens sont venus nous voir et ils nous ont dit demain matin à 2h, on vient vous chercher et on vous amène à Alger parce que c'est plus possible. Il y a des meutes qui vont descendre et qui tuent tous les Français qui restent là. Le 5 juillet 62, à Oran, ceux qui ont voulu rester vont vivre la page la plus terrible de l'histoire des Pieds Noirs. Ce jour même de la proclamation de l'indépendance, un ouragan de vengeance déferle sur la population européenne. 3000 Pieds Noirs oranais sont tués, blessés, enlevés, quelques centaines disparaissant pour toujours. On a formé un cortège pour saluer l'indépendance avec des drapeaux algériens et tout. Moi j'étais scout. Puis tout à coup, il y a eu des coups de feu. C'était dans un immeuble au 4e étage. Un Algérien il était venu là pour mettre des drapeaux dans les maisons qui étaient vides. Et il a dû rentrer dans un appartement où il y avait quelqu'un qui lui a tiré dessus. Bon, du coup, c'était la panique. On a commencé à voir des fourgons, des gens excités là-dessus, et puis qui tapaient sur une bâche. Voilà ce que j'ai vu. Et en dessous de la bâche, il y avait... Je ne sais pas. Effectivement. Les Pieds Noirs. Ben oui, voilà. Pendant toute la journée, on n'a pas arrêté de tuer les gens, d'aller les chercher chez eux, dans leur lieu de travail. Les gens ont été massacrés, égorgés, fusillés.
Ce qui nous a le plus fait mal, c'est que on a dit à l'armée, ne bougez pas. On a laissé faire. Il y avait 13 000 hommes de troupes dans l'Oranie. Je crois que De Gaulle, il a dit « L'Algérie est indépendante, je ne me mêle pas de son avenir, de ce qui va se passer. » C'est plus nous. C'est à partir de ce moment-là que nous nous sommes sentis complètement abandonnés, voilà, et en danger, en grave danger. Arrive midi, on s'installe autour de la table et on entend tambouriner à la porte. Oh purée. Alors là, on dit ça y est, ils viennent de nous chercher. Mon père se lève, il va à la porte, il entrouvre la porte, il regarde, et c'est un militaire, un marin. Il dit, c'est vous la famille qui voulez partir en France? Oui, oui, c'est nous, c'est nous, c'est nous. On se lève tous comme un seul homme. À 2h, il y a le car qui vous attendra à la base. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on prend? Comment, c'est la panique, hein. Franchement, c'est la panique. Bon, ma mère, elle a une idée. Elle prend des ciseaux et allez, comme elle aimait bien la couture, elle ouvre 2 matelas, elle vide le crin, elle se met contre l'armoire et elle fait, avec mon petit frère, il fait tomber tout dans les ballots. Elle recoue tout ça. On cherche l'appareil photo, on ne sait plus où il est. On prend une boîte avec quelques photos, vieilles photos. On traverse la ville, il n'y a pas un chat. Je ne sais même plus si on ferme la porte, si on ne ferme pas la porte. On s'en va. On s'en va, mon frère il prend la machine à laver sur le dos, moi derrière je l'aide et on part comme ça. Mon père et ma mère, ils ont la nacelle avec le bébé dedans qui a 20 jours et nous voilà partis jusqu'à la gare. Arrivé à la gare, grand soulagement, on voit un car de l'armée avec un half-track devant, un half-track derrière. 2 heures avant, on ne savait pas qu'on partait. Ma mère avait préparé 2-3 valises. Le gars lui a dit non, non, on n'a pas la place. Si on voit les valises, ça va être dangereux. Donc, vous partez avec rien. Et donc, ma grand-mère pleurait, ne voulait pas partir. Le voisin Bellarbi disait à ma mère, mais laisse, je vais m'occuper de ta mère. Tu reviens dans 1 an, tu la retrouves impeccable. Elle veut pas partir, ne la laisse pas partir. Mais bon, il était hors de question que nous partions sans ma grand-mère. Donc, on a dû la mettre de force dans le camion. Donc, c'est comme ça que nous sommes partis, cachés sous des sacs de pommes de terre, que nous sommes arrivés à Alger. Mes frères venaient de terminer leur maison et quand on a dit il faut que tout le monde s'en aille, personne d'abord n'y a cru, tout au début on n'y croyait pas. Et puis quand on a compris qu'il fallait vraiment partir, à ce moment-là ils ont dit ben, on va essayer de vendre. Et puis ils se sont rendus compte, chaque fois on leur disait pourquoi tu vends puisque de toute façon la maison va rester et on pourra l'occuper sans rien payer. Si les pieds noirs ont pu regarder les Algériens de haut quelquefois et souvent les Arabes cette fois-ci se vengeaient quelque part et donc tout était possible. On voyait des Algériens qui arrivaient, qui rentraient dans les magasins de Français et qui disaient ben, moi je veux ça, et puis ils partaient sans payer. Et puis quelquefois quand il y avait des Français qui déjà commençaient à partir, ils occupaient immédiatement leur maison. C'était la chance, évidemment, d'une vie de trouver un appartement dans les plus beaux quartiers d'Alger et de les occuper gratuitement et d'en devenir les propriétaires. On voyait les gens qui essayaient de vendre tout ce qu'ils pouvaient. Donc sur les trottoirs, il y avait des tables avec depuis les fourchettes, les matelas, les couvertures, etc. Donc on cherche des valises. Et ce sont les Arabes qui nous vendent des valises à prix d'or. Ils nous vendent des valises en carton. Français de modeste condition, habitants de Bab el-Oued, d'Oran, de Constantine ou d'ailleurs, il est juste temps de vous ressaisir. Mes chers compatriotes, par votre travail, votre esprit d'entreprise, maintenez ici la France avec toutes ses vertus traditionnelles, son humanisme, son libéralisme, sa tolérance. Quand ils ne pouvaient pas vendre, la veille de partir, ils cassaient tout. Moi, j'ai vu des gens casser à coups de marteau un frigidaire, par exemple, parce qu'il n'était pas question qu'on le leur laisse. J'étais absolument favorable à la terre brûlée. Ah oui, j'aurais tout cassé.
Ouais, oui. D'ailleurs, j'avais un véhicule que j'ai brûlé. J'ai vu clairement des enfants de 8 ans à 10 ans mettre les feux à l'école, sans doute leur école. Et ils étaient approvisionnés par les gens de l'OAS, par leurs parents qui étaient des complices. Il s'agissait de détruire l'école, détruire tout ce qui avait été construit par la colonisation, ne rien laisser, rendre la terre telle qu'on l'avait trouvée. Les anciens du village m'ont dit, toi aussi tu t'en vas. Il dit, alors qu'est-ce qu'on va devenir? J'ai dit, mais vous voulez l'indépendance? Il dit, mais ça y est, l'indépendance. Il croyait que c'était un jour et puis que c'était fini. Non, c'est pas ça l'indépendance. Vous allez avoir l'indépendance, maintenant vous allez être maître dans votre pays. Et nous, on ne peut pas rester parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir survivre. Et notre voisine était algérienne. À l'aube, elle a entendu du bruit, elle a vu que nous partions avec une valise. Alors cette fois-ci, vous partez? Et ma mère lui dit, bien oui, bien bonne chance. Elle lui dit, maintenant le pays est à vous. Et elle a dit cette chose extraordinaire, oh, vous partez, mais on sait qui vous êtes, mais on ne sait pas qui sont ceux qui vont nous gouverner. Et c'était prémonitoire. On a attendu 3 jours. Il y avait des milliers de gens. Nous étions sous une petite couverture, sous un petit arbuste avec notre petite fille de quelques mois. On a passé 3 jours comme ça. Ce qui m'a frappé, il y avait une sorte de silence, de résigné. Il n'y avait plus de réaction. Et cette hystérie meurtrière qu'on avait connue pendant près d'1 an à Oran, c'était retombé. Bien que l'OAS menace de mort ceux qui quitteraient l'Algérie, tous les jours, des hommes, des femmes et des enfants quittent le pays où ils sont nés, comme on se jette à l'eau au moment d'un naufrage. Moi, j'étais très content d'être dans un grand bateau qui traversait la mer. Tout le monde pleurait. Et puis moi, j'ai dit, mais pourquoi ils pleurent? C'est tellement magnifique d'être un grand bateau énorme, on traverse la mer, c'est fabuleux, on va ailleurs, voilà. Sur le bateau, je me suis dit, je veux être un pionnier. Comme les ancêtres Vircondelais qui sont partis en 1848, sont partis en Algérie, ils n'avaient rien. Eh bien, moi maintenant, je n'ai rien, mais à partir de ce rien, je vais essayer de faire un tout. Ils sont arrivés soulagés peut-être, mais surtout désorientés. Gens de conditions modestes, vieillards qui avaient vécu en Algérie toute leur vie, ils ont tout laissé de l'autre côté de la mer. Les douaniers nous accablent de leur mépris, de leur hauteur. Ils nous demandent si nous avons des lingots d'or. Alors, ils sont majoritairement syndiqués, vraisemblablement souvent communistes, et traitent évidemment les pieds noirs comme d'infâmes colonisateurs qui avaient provoqué non seulement la révolte des Algériens, mais qui avaient provoqué aussi la mort des petits Français de France. Il y avait le Vietnam avant, il y avait en 39-45, ils en avaient ras-le-bol. On envoyait les jeunes, et les jeunes ils se faisaient tuer comme, bon, moi je me mets à leur place. Une grande majorité des Français, une fois que la guerre a été finie, ne se sentaient plus concernés par l'Algérie. C'était fini, c'était terminé, on avait tourné la page, on n'en parlait plus. Les rapatriés d'Algérie, à leur arrivée, ont eu l'impression que les Français de métropole les considéraient comme des étrangers. Oui. Ah, quand on est rentré, nous. Ah oui, indiscutablement. On était des étrangers, des voleurs, des salauds, Non, non. Moi, je l'ai vu, la banderole, hein, quand je suis arrivé à Marseille. Pieds noirs, retournez chez vous. Signé la CGT. L'accueil, entre guillemets, c'est aussi des attentes interminables. Des services débordés par l'afflux de plusieurs milliers de réfugiés chaque jour.
C'est, à Marseille par exemple, les containers que les grutiers trempent exprès dans l'eau du port. C'est le pillage du tiers des colis, les hôteliers qui refusent de leur louer des chambres, les chauffeurs de taxi qui gonflent les tarifs. Avant de quitter Alger dans la précipitation, les gens allaient à la poste pour retirer leurs petits avoirs qu'ils avaient sur canet de caisse d'épargne. Donc ils exigeaient des billets. Et quand ils sont arrivés en France 48 heures après, quand ils sont rentrés pour demander un logement, pour acheter une baguette de pain, ben le brave monsieur, il sortait la liasse comme ça, il pouvait pas faire autrement, il avait toute son... Et les gens disaient, tu as vu? Ils sont pleins aux as. La vérité n'a pas été dite, donc les Français ne savaient pas qui nous étions. Les Français ont cru majoritairement qu'on allait envahir leur pays et qu'on était des gens très riches qui avaient abusé des Algériens et qui donc méritaient ce qu'ils méritaient. Il est certain que ça devait être très déplaisant pour les gens qui sont partis avec une valise d'être assimilés aux gens qui avaient une propriété avec des chevaux en Normandie. Quand ils sont rentrés, ils avaient assuré leurs arrières, d'une certaine manière. On arrivait avec cette étiquette collée sur le dos, non seulement d'afro-colonialistes, ce qui était vrai pour un certain nombre, mais pas pour la majorité des pieds noirs, et d'autre part l'OAS. C'est dur à trimballer tout ça comme étiquette. C'est dur. Tout le monde les imagine avec des bombes à la main et venant inoculer sur le sol français un peu le venin OAS, puisque c'est dit comme ça dans certains journaux. Il y avait vraiment un sacré lavage de cerveau, ça je le crois vraiment. On nous a présenté d'une telle façon que, bon, très honnêtement, on ne pouvait pas nous aimer non plus. Hein. Il a dit ah non, pas de pieds noirs dans ma voiture, il est hors de question que vous veniez ici faire ce que vous avez fait aux Arabes en Algérie. Et de ce jour-là, je n'ai plus voulu dire que j'étais pieds noirs. On fait la cour à 3 ou 4 filles qui passent, ça a l'air de marcher très bien, donc on les raccompagne. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je me dis, mais moi on est pieds noirs. Et alors là, les filles, immédiatement, nous ont tourné le dos et sont parties. Pour s'intégrer, il fallait lutter contre l'indifférence ou l'hostilité. Donc il valait mieux se taire. Sous quelle forme est-ce qu'on pourrait les aider? Eh bien, mon Dieu, on peut les aider. On aide bien les étrangers, on aide bien les rapatriés, on aide bien d'autres personnes qui sont de pays plus lointains et qui ne sont pas de notre race. Ce sont des gens qui sont extrêmement travailleurs et entreprenants. Moi, je crois qu'il n'y a pas de raison que ça ne colle pas, quoi. Ils ont eu la belle vie, puisque personne ne voulait plus revenir ici. Alors maintenant, ils viennent tous ici, ils prennent les places de ceux qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Est-ce qu'il manque quelqu'un de la famille? Oui, oui. Qu'est-ce qui manque? Mon frère et ma soeur. Votre frère et votre soeur, ce qui fait 13 personnes. Et vous vivez à 13 dans cette pièce? Dans cette pièce. Depuis combien de temps? 8 mois. Depuis 8 mois? Des Français les ont secourus, mais ils n'ont pas été les plus nombreux. Des boxes de garage, voire des poulaillers, leur ont même parfois été loués. Ma soeur et mon mari, ils ont été égorgés à ce moment. Et vous vous sentez suffisamment de courage pour, à votre âge, recommencer, repartir à zéro? Il faut vivre. Quand j'ai rembarqué, je ne pouvais plus saquer ni les pieds noirs ni les Arabes. C'est clair. Bon, pour moi, c'était que des ennemis. Il était grand temps que je parte. Et j'arrive en France. Et il se trouve que le curé que j'avais bien connu avant de partir, le curé du Bled, il me regarde, il dit « Ah, ça y est, t'es revenu, toi ?»« Eh ben, tu tombes bien, j'ai besoin d'un coup de main. » Et il me dit « C'est des rapatriés d'Algérie, ils ont plus rien. Rien. » Alors on leur a amené des matelas et tout, un tel a amené ça, tu vas me donner un coup de main qu'on les installe. Et moi j'ai été catastrophé de voir l'état de désespoir de ces pauvres gens, de ce pauvre couple et de ces enfants. Et là, pour moi, il n'y avait plus autre chose. Il y avait devant moi un couple de malheureux qui étaient désespérés et qu'il fallait absolument aider, quoi. Voilà. Ben, ce jour-là, ma haine pour les pieds noirs a disparu. Ça fait déjà plus de 10 heures qu'on est debout là en train d'attendre. Alors attendez que vous ayez. J'ai encore mes filles là-bas. Vous l'avez dit ce matin. Mais c'est pour vous demander un renseignement. Vous voulez un déménagement qui n'est pas fait encore. Mais vous non, l'avez dit. Oh non. Je vous assure, je me suis adressée à Beaucoup de pieds noirs disent que l'État français n'a fait très peu pour eux, sinon rien, les a abandonnés. Ce sont des phrases que l'on entend de façon récurrente. Les Français d'Algérie ont bénéficié d'une politique d'intégration
efficace et immédiate, qui n'existe pas dans les grands pays d'immigration à l'époque, ni en Israël, ni aux États-Unis, ni au Canada. Alors on commence par les premiers, puis les derniers. Il n'y a pas un endroit où les rapatriés d'Algérie débarquent qui n'ont pas eu un dossier administratif ouvert à leur nom et qui va conditionner immédiatement des versements d'aide, des bons de logement, des bons pour des bons de train, des bons de voyage, des bons pour essayer d'aller dans l'urgence, rejoindre sa famille, etc. Attendez, ou alors vous allez recevoir une convocation. C'est ça. Nous avons donné nous patientons, mais il ne faut pas exagérer quand même. Si on les laisse grouper dans un endroit, il est bien évident qu'ils vont constamment ressasser cette idée de terre perdue, etc. Il faut les mélanger, il faut absolument qu'ils s'assimilent. Mais eux ont tendance à se grouper. Mais c'est normal qu'ils aient tendance à se grouper. Des gens dans le malheur se groupent toujours, monsieur. Pour moi, être venu en France, c'est l'éclatement de la famille qu'on n'a pas pu supporter. Nous étions tous très unis. On habitait dans la même rue, puis on s'est retrouvés à Denain, l'autre à Grenoble, à Paris. À Marseille, on ne veut pas de nous, on nous envoie à Paris. À Paris, on ne veut pas de nous non plus. On passe une nuit, bref. De là, après, on nous envoie à Rennes. À Rennes, on est dans un couvent, on pense qu'on va y être. Mon père est content, il dit « Oh, la belle ville, on va pouvoir y travailler, il va y avoir tout ce qu'il faut. » Eh ben, on ne veut pas de nous non plus. Allez, hop, et là, on prend un car et on nous envoie à Brest. Et mon père dira, on ne peut pas nous envoyer plus loin. La répartition sur tout le territoire national des Français rapatriés d'Algérie est un gage de dilution dans la République. Et puis, il y a aussi dans cette volonté de répartir la population une très claire volonté d'organiser les retours à l'emploi rapidement. Messieurs, dames, s'il vous plaît, mettez-moi... Dans toutes les préfectures de France, il y a un service dédié aux Français rapatriés et ces derniers vont effectivement contacter les employeurs pour organiser des retours à l'emploi rapides. En leur demandant la priorité. En leur demandant la priorité. Bon, nous sommes dans la France des Trente Glorieuses, de l'emploi, il y en a. Donc la question, c'est ne pas d'être au chômage ou pas. La question, c'est de retrouver un emploi similaire à celui qui a été abandonné. J'ai accepté une place autre que celle de comptable. Qu'est-ce que vous avez accepté? J'ai accepté une place de concierge. J'étais commerçant et depuis, on m'a assassiné un fils de 18 ans et un neveu de 14 ans. Maintenant, vous allez chercher du travail? Ici, n'importe quoi. Chauffeur, manutentionnaire, employé n'importe où. Au moins n'importe quoi. Vous cherchez dans le Midi? Le Midi ou n'importe où? J'ai eu des belles promesses, des belles paroles et puis... il n'y a pas eu d'acte. La plupart du temps, ils nous donnent des emplois comme manœuvre. Chez nous, on n'a pas l'habitude de travailler manœuvre. Pourquoi? Parce qu'on était un peu plus surélevés que les musulmans. Ouais. Qu'est-ce que vous faites maintenant ici à chômeur. Et beaucoup de rapatriés ont décidé d'apprendre un autre métier. Et c'est dans des centres de formation professionnelle accélérés comme celui-ci qu'ils acceptent, même à 40 ou 45 ans, de redevenir des écoliers noyés au milieu d'adolescents de la métropole qui n'ont pas 20 ans. J'avais un atelier de ferblanterie comme artisan. Donc vous étiez propriétaire? Oui, j'étais propriétaire. Quelle profession exerciez-vous lorsque vous étiez en Algérie? Je faisais le patron boulanger. Comme je voyais que je ne pouvais pas me recaser dans mon métier, alors j'ai décidé d'apprendre un métier, puisque j'avais changé de pays, il fallait que je change de métier, quoi. Fonctionnaire, j'étais rapatrié, j'ai eu un poste, je n'ai pas été obligé comme mon père, mon frère, de chercher un travail. Mon père a trouvé du travail 2 jours après, être arrivé en Bretagne. C'est chose incroyable, à l'époque, il y avait du travail. C'est un fait que l'économie française est actuellement en expansion. Partout de nouveaux emplois se créent. L'intégration des rapatriés se présente donc comme une chance supplémentaire de l'économie. Cette économie a besoin de cette main-d'œuvre énergique. Les rapatriés n'en sont que les premiers acteurs et le pays leur fait confiance. Le pays fait aussi confiance à des ouvriers algériens pour reloger 1 million de rapatriés dans des HLM et des villes nouvelles. Et pour loger aussi les 500 000 travailleurs algériens qui arriveront en France les années suivantes. Dans une France où le mal-logement est général, dans une France où les attentes pour des HLM et des logements publics qui à l'époque sont vus comme des logements avec un réel progrès, des salles de bain, des toilettes à l'intérieur, etc.,
20, 30, des fois 40% des logements neufs construits en France sont réservés aux rapatriés d'Algérie. Tous les gens qui devaient avoir des logements, finalement, ne les ont pas eus parce qu'ils ont été donnés. Donc je peux comprendre que ces gens-là qui attendaient 10 ans un appartement se le voient passer sous le nez. Je peux comprendre qu'ils aient eu mal au cœur, quoi. Il y avait une certaine animosité à l'égard des pieds noirs de la part des agriculteurs français. Et ceci, je tiens à dire que je les comprends en ce sens que eux, ils se battaient pour avoir des prêts pour les terres, pour acheter des terres. Et nous, on est arrivés, on avait tous de suite l'argent pour acheter des terres, quoi. Voilà. Et ça, je les comprends parfaitement bien. De très nombreux rapatriés ont connu en France, souvent en repartant de zéro, des réussites professionnelles remarquables dans tous les domaines, agricoles, industriels, artistiques. C'est le cas de Roland Pascal, ancien boulanger d'un village de Kabylie. Avec les économies de notre famille, nous avons pu quand même acheter un premier véhicule en 63, qui nous a aidés à démarrer. Alors je suis passé en 3 ans d'un bus à 7 bus. 20 ans après, j'avais 45 bus sur le parc. Et aujourd'hui, il y en a 60. Nous sommes la 3e ou 4e entreprise de transport de toute l'Aquitaine. Mais en France, on est bien, on a réussi à avoir un appartement, on a réussi à s'installer comme il faut, en travaillant, bien sûr, on ne nous a pas fait de cadeaux. J'ai eu une carrière assez étonnante que je n'aurais pas eu connue en Algérie. En Algérie, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas d'allocation familiale, il n'y avait rien du tout. Bon, on arrive ici, on a tout ça, évidemment, écoutez, on dit, c'est mieux ici, bien entendu. Le fait d'avoir des cinémas, des théâtres, le fait d'avoir un accès à la culture, ça a été pour nous absolument quelque chose de magique, ce que nous n'avions pas dans mon village. On écrit beaucoup sur la nostalgie, en fait. Hein. On écrit parce qu'il nous manque quelque chose. Je ne peux pas passer une journée sans penser à l'Algérie. Tous les ans, je retourne, voilà. Mais j'ai toujours quelque chose, un manque. Il y a quelque chose qui manque dans moi. Dès leur exil, des rapatriés avaient juré de ne jamais retourner dans le paradis perdu de leur enfance. Et ils ont tenu parole. Beaucoup d'autres, souvent l'heure de la retraite venue, y sont retournés, une fois ou plusieurs fois, individuellement ou en groupe. Ça a été un pèlerinage. Nous n'avons pas arrêté de penser à nos aïeux laissés là-bas. Et on a été partagés entre les joies, les pleurs. On revient triste et heureux à la fois. Moi, j'y suis retourné en 81 et j'ai été reçu comme un prince en 81, avec des copains d'enfance. On a fait la fête pendant 10 jours, mes 10 plus beaux jours de ma vie. J'y suis resté 15 jours avec une réception assez fantastique de tous les gens du village. Au bout de 3 jours, mon fils m'a dit « Papa, est-ce qu'il y a eu la guerre ici ?» Voilà, parce qu'il dit on est reçu comme dans la famille. Je ne veux pas de nostalgie de l'Algérie. Je sais qu'en parler me perturbe. Donc j'évite d'en parler. Et malgré tout, la nuit, l'Algérie me revient. Je me sens française à part. Parce que dans mon cœur, dans ma vie, dans ma tête, il y a toujours mon Algérie. La nostalgie, ils l'ont de suite. Donc il y a toujours cette tendance un peu à améliorer ce qui a été perdu et à le magnifier en l'embellissant. C'est-à-dire que la petite maison qui était peut-être un 2 pièces cuisine va devenir une villa. Bien des pieds noirs soupirent encore. Tout était plus beau là-bas. Qu'est-ce qui était vraiment plus beau? La lumière, les odeurs et une vie simple. Cette plage qui faisait 5 km, on voulait attraper un poisson, on descendait avec une canne à pêche, en 10 minutes on revenait avec 2-3 poissons. Il y avait un rocher à 100 mètres où je ramassais 20 kilos de moules si je voulais. J'allais dans les vignes, je ramassais des champignons, je ramassais des poireaux sauvages, on avait tout. Le plus gros travail, c'était se retrouver devant un gueuleton tous les dimanches. Ils sont en état de manque. La raison principale, c'est qu'ils étaient
les rois du pays. Même si c'était de conditions modestes. Voilà. Les nostalgériques, pour le coup, c'est pas de la, ils ont la nostalgie du système colonial. Ils ont pas la nostalgie du pays, ils ont pas la nostalgie de la beauté des lieux et de la beauté des gens qui y vivent. Ils ont la nostalgie de l'Algérie française. Moi aussi, je suis un nostalgique. Mais je suis pas nostalgique de l'Algérie française. L'Algérie française n'avait-elle pas été un rêve? Une utopie? Une utopie bien française. Des générations de pieds noirs ont été formés à l'école de la République. Et l'école de la République ne leur apprenait qu'une chose, c'est que l'Algérie, c'était la France. Et tous les petits pieds noirs ne connaissaient que l'histoire de France. On ne connaissait pas l'histoire de l'Algérie. Et l'instituteur, il voulait faire dire à Béchir, nos ancêtres les Gaulois. Et le gosse, il a pleuré. Il n'a pas dit nos ancêtres les Gaulois. Récréation, je le vois, je dis, ouais, elle est petite. Ah non, il m'a dit, si je dis ça, mon père, il va me tuer. Nos ancêtres, c'est pas les Gaulois, il me dit. Ce qui est touchant chez le Français, c'est qu'il pense que tout le monde a vocation à être français. Un peu comme les musulmans pensent que tout homme a vocation à devenir musulman. J'étais utopique. C'est-à-dire j'ai cru qu'on pouvait arriver à une synthèse. Et cette synthèse n'a pas eu lieu. Et je crois que les politiques portent une responsabilité énorme. On en veut surtout au fameux général qui nous a laissé croire qu'on allait rester en Algérie et ensuite il leur a donné l'indépendance, il leur a fait cadeau, disons, l'Algérie. Je pense surtout aussi qu'ils ne voulaient pas que les Arabes viennent en France. Moi, après, avec le recul, je comprends pourquoi il avait changé d'avis, parce que quand il a commencé à dire 55 millions de Français de Tamanrasset à Dunkerque, vous vous rendez compte? Nous serions maintenant en minorité. Alors j'ai compris pourquoi il a changé d'avis, parce que c'était impossible. L'Algérie comptait 9 millions d'Algériens pour 1 million de pieds noirs. Cette écrasante majorité n'empêchait pas la plupart des pieds noirs d'être partisans d'une Algérie pleinement française. L'Algérie compte aujourd'hui 41 millions d'Algériens. Les pieds noirs pensent-ils encore qu'une Algérie française aurait pu perdurer? Non. Aujourd'hui, compte tenu, effectivement, de l'élément démographique, il y aurait eu un souci. C'est indiscutable. Les gens qui nient cela ne sont pas... Bon, c'est indiscutable. Moi, j'étais prêt à... Mais peut-être que d'autres que moi étaient prêts à vivre en communauté en leur donnant plus que ce qu'ils n'avaient, ça, c'est sans aucun doute. Il fallait faire quelque chose. On ne l'a pas fait. On aurait pu peut-être vivre en bonne intelligence comme on le faisait si le fossé ne s'était pas creusé comme il s'est creusé. Par la guerre, par tous ces morts, qui aussi bien d'un côté que de l'autre, parce qu'il y avait beaucoup plus de musulmans que de Français de tuer. On le dit pas assez. C'était notre pays à tous. Et on était, en principe, on aurait pu former une communauté, une seule communauté, mue par l'amour du même pays et par le même destin. Peut-être on a raté une sorte de Brésil en Afrique du Nord, qui aurait été un Brésil arabo-berbéro-latin.